Après avoir analysé le travail au Cameroun, ses réalités, ses défis et ses perspectives, nous avons, avec le président Bandakani, analysé et décrypté le code du travail camerounais. Bienvenue donc sur nos plateformes NMP officielles, YouTube, X, Facebook, Telegram et autres pour cette nouvelle édition de votre programme Focus Cameroun qui traitera une fois encore sur le travail avec une nouveauté, comment Dieu devient humain. Nous avons alors le plaisir de retrouver notre invité exclusif, le panafricaniste, président du nouveau mouvement populaire, homme politique camerounais, le président Bandakani, à qui nous allons dire merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Ben, je suis obligé, hein, souvent quand j'ai en face de moi de belles dames avec des voix très très féminines qui me rappellent que il est très bon d'avoir des femmes dans le combat panafricaniste. Donc je suis très content d'être en face de vous. Merci, président Bandakani. Je vous en prie. Sur ce plateau, je suis Charlotte Edengele, accompagnée de mon compagnon, monsieur Bill Zangop, à qui je vais dire bonsoir. Bonsoir, madame Edengele. Bonsoir, président Bandakani. Bonsoir, monsieur Bill Zangop. Bonsoir à tous nos internautes qui nous suivent de part et d'autre du monde entier. Nous sommes très heureux de vous avoir à cette nouvelle édition. Bonsoir à vous. Merci, monsieur Bill Zangop. Président Bandakani, sur les plateformes numériques du NMP, vous avez été l'invité de 2 émissions qui traitaient précisément la question du travail et des travailleurs. Et vous avez fait une focalisation précise sur le cas camerounais. Pour la première thématique, nous avons traité le travail au Cameroun, ses réalités, ses défis, et vous avez offert les perspectives du nouveau mouvement populaire pour le Cameroun. Et pour la deuxième thématique, vous avez analysé et décrypté le code du travail camerounais. Président Bandakani, alors que nous allons traiter cette 3e fois la question du travail et des travailleurs, pour la culture de nos internautes, que retenir d'essentiel sur ces 2 précédentes émissions? Je voudrais saluer votre démarche qui est extrêmement pédagogique. Parce que les offres en matière d'émissions que nous faisons nous permettent de distinguer les émissions que nous qualifions de très accessibles parce qu'elles traitent de l'actualité mondiale, l'actualité géopolitique mondiale, et des émissions qui souvent doivent pousser nos internautes à aller chercher loin et qu'on pourrait qualifier de spécialisées. Souvent, bon, c'est pas facile à digérer. Bon, c'est bien de faire cette œuvre pédagogique à laquelle vous vous livrez, à savoir essayer de dégager les idées centrales, générales, qui ont présidé les 2 émissions qui ont précédé celle-ci, mais autour d'un même thème, à savoir le travail. La question du travail est au cœur de la politique, et donc au cœur de la géopolitique. La politique se structure de manière fondamentale autour du travail, ce qu'on appelle le travail, tel que le jargon de l'économie politique l'a consacré. Hein. Donc, le conflit politique par excellence, c'est le conflit du travail. C'est autour du travail que les principales trajectoires de la politique, avec tout ce que cela a comporté comme contenu, comme différence, c'est autour du conflit du travail que tout ça a émergé. Donc, il n'y a pas de politique qui soit séparable des enjeux du travail. C'est triste qu'au Cameroun, en Afrique en général, il y a une grande pauvreté. Dans ce qu'on pourra, dans le débat politique, une misère qui travaille le débat politique, à savoir le fait que les politiciens, les idéologues, même les acteurs politiques en général, les partis politiques, ont abandonné ce que j'appelle la sociologie de la politique, qui est incompréhensible, qui n'est pas faisable sans l'investissement profond sur les enjeux de travail. Donc il faut saluer ça. Mais il était nécessaire d'aborder le travail dans ses aspects généraux. Une espèce de théorie générale du travail, il ne faut pas avoir peur de faire ça. C'est rendu nécessaire par l'extrême division
du travail dans les tâches, qui a consacré une extrême parcellisation du travail, qui fait qu'on a l'impression qu'il n'est pas possible de parler du travail dans la notion générale du travail. Or, on ne peut pas comprendre les enjeux du travail si on ne lève pas la théorie au niveau le plus général possible sur cette question. Comme d'autres d'ailleurs, hein, comme d'autres d'ailleurs. Parce que la capacité à idéologiser le travail, au sens fondamental du mot, passe par cet investissement. C'est ça qui nous a poussé au niveau du NMP à investir le travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux notions, de ces deux émissions qui sont passées de manière fondamentale? Il y a un aspect général. Nous avons essayé de ramener ça au contexte camerounais. Mais de manière générale, nous avons posé les questions qui travaillent le travail, je me répète à dessein, dans le monde aujourd'hui. Première question fondamentale ou première contradiction du travail dans le monde, c'est ce que les philosophes appellent souvent le divorce entre les conditions de travail et le travail en soi. Ça s'explique par le choc qu'il y a entre le travail tel qu'il se présente, peu importe les formes qu'il prend dans la vie sociale, que ce soit le travail administratif, le travail industriel, le travail sous-industriel, le travail agricole, etc. Il y a un choc entre le travail et les méthodes de l'organisation du travail. Bon, c'est très fin, ça passe comme ça. Ça passe comme ça si on ignore que une fois qu'on est dans des situations de travail où l'homme est obligé de vendre sa force de travail à un autre homme devenu capitaliste, bien même quand il est dans le cadre de l'auto-emploi, la question de l'organisation du travail, à savoir la division des tâches, l'organisation des séquences au travail, etc. Il y a un choc entre ça et le travail même, tel qu'il se déploie, tel qu'il se présente dans la vie de l'homme, dans l'activité humaine. Donc, on a beaucoup négligé l'importance de la méthode, le problème de l'organisation du travail. Ça a pris le dessus sur le travail, parce qu'on a été naïf de croire que l'organisation, là, elle est seulement technique, elle cherche seulement, pour parler comme on parle souvent, à rationaliser le travail pour le bonheur de la production des richesses et son corollaire quasi mécanique du bien-être du travailleur. C'est une rêverie d'enfant. La méthodologie du travail, les méthodes du travail participent d'une idéologie. C'est une philosophie, c'est derrière une théorie de la domination qui consacre le fait que le travail domine le travailleur. Il y a une hiérarchie qui émerge là, qui consacre la supériorité du travail sur le travailleur. Or, on voit très bien que le travail en tant que tel est une notion qu'on peine à définir sérieusement. Mais le travailleur, il est concret. Il est très concret dans ce qui le définit, dans ce qui le caractérise, dans le procès du travail. Parce que lui, il a un salaire, il doit vendre sa force de travail, il est soumis à des règles que lui impose l'organisation du travail. Donc ça, c'est un premier choc qui passe comme ça. Mais quand on voit l'évolution du conflit du travail dans le monde, on voit très bien l'importance qu'a pris l'organisation du travail. Et je voulais insister sur un tournant particulier dans les années 90, à la faveur de la chute du mur de Berlin. On a bien vu comment la question de la méthode, la question de l'organisation du travail est revenue en première ligne. On a vu l'émergence qu'on a appelé le tournant gestionnaire. C'est-à-dire qu'alors qu'avant, avant les années 90, l'organisation liée au travail était dirigée par des professionnels, les médecins étaient dirigés par les médecins, les magistrats par les travailleurs de la justice, les éducateurs, pareil, dans les universités. On a vu que l'ingénieur qui avant et le professionnel qui avant occupaient une place centrale dans l'organisation du travail et dans l'émergence des organisations liées au travail, ont été évacués au détriment des gestionnaires. Ça veut dire que désormais, ce sont les gestionnaires qui ont remplacé ces gens-là. Ça fait donc que prime a été faite à la mesure du travail, mesure quantitative,
on a soumis le travail à un découpage, n'est-ce pas, qui désormais s'évalue en termes de rendement dans le cadre de ce qu'on appelait des objectifs de production qu'on impose aux travailleurs dans les entreprises, dans les usines. On est censé produire, vous devez produire telle quantité de travail qui correspond à des objectifs qui sont fixés par les gestionnaires. Mais vous ne mesurez pas la gravité d'un tel bouleversement. Mais on ne comprend pas ça si on ne voit pas le fait que la chute du mur de Berlin a consacré la victoire totale du capital sur le travail. Et ça a conduit à des sociétés injustes de manière fondamentale, à la mort de la politique, telle que nous l'avons connue avant le virage des années 90. Désormais, le politicien classique a disparu. Il est remplacé par... Il est devenu un chien, le chien de course du patron des capitalistes qui désormais définissent la politique à la place du politicien classique, à la place de la politique telle qu'on l'a connue. Donc, la prédominance prise dans les lieux, dans les situations de travail par l'organisation du travail va conduire à ce que le travail devient ennuyeux, routinier, extrêmement pénible. Ça va conduire à beaucoup de suicides dans les lieux de travail. On a connu comme ça en France 2007 des situations graves dans les entreprises comme Renault, Télécom, pas seulement en France, aux États-Unis, partout, les travailleurs se suicident. On a le dégoût de travailler parce qu'il y a une séparation claire, il y a un conflit net entre le travailleur et les conditions de son travail dans le cadre du travail organisé, divisé, le travail organisé selon les tâches, etc. La manière dont on a réorganisé la division industrielle du travail dans le monde, comment les entreprises se sont restructurées, etc. Tout ça, ça a eu des conséquences extraordinaires sur le travail, au point où on est revenu dans les années 68, où une révolution comme mai 68 a eu lieu en France et a posé une question centrale, à savoir, est-ce que le travail concourt désormais au bonheur humain? Est-ce que la production des richesses produites, n'est-ce pas, débouche sur le bonheur humain? Pourquoi le travail et non rien? C'est une question fondamentale qui prend à l'heure actuelle une actualité extraordinaire parce que les réponses qui ont été données dans les années 70 en montant, le patron a répondu à sa manière. Il a voulu c'est-à-dire psychologiser le travail. Dans le cadre de ce qu'on appelle les cultures d'entreprise, toutes les méthodes qu'ils ont inventées pour soit enrichir les tâches, enrichir le travail, etc. Faire de l'entreprise, le travail, un lieu familial, toutes ces bêtises-là qui trompent les naïfs. Mais la réponse que les ouvriers ont posée en 68 est restée fondamentale. Derrière la culture d'entreprise, derrière toutes les dynamiques de psychologisation du travailleur, s'est cachée une offensive extrêmement violente du patronat sur toutes les conquêtes des travailleurs depuis des siècles qui visent à anéantir ces progrès-là. Et c'est dans ce contexte aujourd'hui on se retrouve avec le travail qui est désormais menacé de disparition. Le travail tel que nous l'avons connu, n'est-ce pas, avant les années 90, ce travail désormais est quasiment menacé de disparition et l'homme avec lui. Président Bandakani, voilà. Quand on reste sur vos mots, vous parlez dans le résumé du travail, des conditions de travail du travailleur qui n'est pas assez mis en valeur. Quand on rappelle le thème qui nous intéresse ce jour, il s'agit du travail, comment Dieu devient humain. Et nous voulons comprendre quel est le rapport, quel est le lien entre Dieu et le travail, président Bandakani. Avant d'y arriver, merci. Avant d'y arriver, je voulais insister sur quelque chose que j'ai dû oublier. La question de la crise du travail ne se traduit pas seulement dans des situations de travail dans l'usine, dans les lieux de travail, indépendamment de la nature du travailleur ou du travail que l'on fournit. Il y a aussi un enjeu de politique dite internationale. C'est-à-dire l'organisation, le droit international a été obligé de prendre en charge cette question. Ce sont les enjeux de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Mais l'OIT, malgré tout la haine qu'elle met à inventer entre guillemets le travail décent, choque devant les réalités du capitalisme. Parce que celui-ci oppose un non catégorique à la fameuse convention de Philadelphie, qui est la charte de l'OIT,
qui dit que le travail ne peut pas être une marchandise. Mais ça fait rire, puisque le capitalisme pose que le travail est une marchandise, puisqu'il vend sa force de travail. Donc, le drame absolu, la question éthique, philosophique, générale, majeure qui s'oppose à toute société digne de ce nom, qui pense à régler les questions de la justice sociale et humaine, c'est de savoir si l'homme est une marchandise. Puisque la force de travail de l'homme est inséparable de l'homme. Puisque l'homme, c'est sa force de travail aussi. Donc, quand on extrait la force de travail de quelqu'un et on vend la force de travail dans le cadre d'un marché du travail, est-ce qu'on est encore dans une civilisation? Donc, c'est une question grave qu'on a laissé faire parce nous avons démissionné devant soi-disant l'indépassabilité du capitalisme. Et nous voilà, nous avons autorisé que l'homme soit une marchandise et maintenant, on voit la fin de l'homme qui pointe. Alors que le capitalisme a vieilli, il est dans sa vieillesse, il a vieilli, du moins il est dans ses derniers âges de vie. Mais en même temps, on voit bien le problème qu'il y a, que la mort du capitalisme puisse coïncider avec la mort de l'être humain. Et ce sont des phénomènes généraux qui s'imposent à toute l'humanité, hein, indépendamment des contextes historiques et nationaux. C'était important que je soulève ça. Alors, pour revenir à votre question, nous avons fait coïncider ce thème-ci avec la notion de Dieu, c'est-à-dire rapprocher Dieu, essayer de faire coïncider le thème avec la notion de Dieu parce que il nous a semblé, et ce n'est pas qu'il nous a semblé, une analyse fondamentale du procès qui oppose l'homme depuis la nuit des origines, et le travail, est la seule manière de visibiliser Dieu, de voir comment Dieu se révèle à l'homme dans le cadre du travail. Président Balakani, est-ce qu'il y a un lien avec cette présente émission et les précédentes? Nous parlons du travail. C'est le travail qui a émancipé l'homme de l'animalité. Si vous ne voulez pas vous enfermer dans comment on dit ça, les complexités des religions, la seule manière d'aborder Dieu, c'est de regarder l'évolution humaine à partir du travail. Vous allez voir que le travail a émancipé l'homme de son animalité naturelle. Parce que c'est en confrontant la nature dans le procès du travail, c'est-à-dire dégager les moyens de la nature pour vivre, s'habiller, se loger, se nourrir, se soigner, que l'homme a pris conscience davantage de ce qui fait de lui un être humain, de ce qui le distingue des animaux. Parce que l'animal, lui, se nourrit instinctivement, sauvagement, naturellement. Et de la même manière, selon les cycles des saisons, etc. Mais l'homme est le seul être créé qui est obligé de penser le travail, de maîtriser les conditions de travail pour ne pas être effacé par le travail, justement. C'est ça qu'il s'agit. Donc, l'homme sort de l'animalité par le travail et il découvre les mystères de la nature par le travail, les beautés de la nature par le travail. Et la beauté de la nature travaille le sentiment religieux, travaille la relation de l'homme avec Dieu. Et le travail le plus élevé, le plus spectaculaire, le plus miraculeux, le plus extraordinaire, c'est le travail spécial qui produit l'homme quelque part, dans une maison, dans une famille. Donc, on ne peut pas définir le travail. Si on ne ressort pas le travail spécial, particulier, qui est de créer l'homme, de le fabriquer, entre guillemets, dans une maison, dans le cadre d'une famille. C'est ça le travail fondamental. Vous attendez, quel est le lien entre Dieu et le travail? C'est ça le travail fondamental, le travail de travail. Vous demandez où est Dieu là-dedans. Mais ça, vous allez voir où la foi rencontre la théorie historique. C'est deux principes clairs. Où l'homme est créé, et on commence à penser son origine, ce qui explique son existence à partir du principe divin, soit il n'est pas créé, et on reprend l'autre compte les folies mondialistes. Alors, vous voyez que des deux côtés, hein, ce sont des options qui priment. Parce que même du point de vue scientifique, ce n'est qu'une option. L'option de ne pas croire que l'être humain a été créé n'est qu'une option. La science vient après. Parce que toutes les théories qui ont tendance à démontrer que l'homme n'a pas été créé, que les NASA de l'évolution, tout ce que vous voulez, n'ont aucune base fondamentalement scientifique. Ce sont des options qu'après, on va
essayer de faire conforter, n'est-ce pas, par le développement scientifique. Donc, nous là, nous avons fait le choix. Notre option fondamentale, c'est que, et ça, nous ne discutons pas de ça. Je vous dis, parce que le débat scientifique a des limites, hein, que tout le monde voit. Nous ne discutons pas de ça. Nous disons que, bon, ok, comment on dit ça? C'est l'histoire qui démontre qui a raison ou pas. Et de ce point de vue, les derniers développements de la science, et je vous parle d'un livre qui est, vous achetez ça, ça se vend, hein, Dieu, la science, etc., écrit par deux formidables personnes qui ont cumulé tous les découvertes scientifiques jusqu'à nos jours et qui nous démontrent que la science confirme l'existence de Dieu. C'est-à-dire, eux ont choisi de démontrer Dieu par les voies de la science. Ce livre-là existe, nous l'avons lu ici, c'est dans la bibliothèque du NMP. Donc, même à ce niveau-là, aujourd'hui, on n'a plus peur des personnes non religieuses, mais qui croient à l'existence de Dieu, parce qu'ils le vivent, parce qu'elles le vivent, n'ont plus ce problème-là aujourd'hui. Donc, je veux que vous m'expliquiez le miracle que constitue la famille, le miracle que constitue l'avènement et l'événement qu'on appelle l'être humain, l'homme, autrement que par la reconnaissance, n'est-ce pas, et la foi profonde dans le divin. Donc, comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Alors, comme je ne veux pas entrer dans les querelles des religions, je dis, mais je fais le constat historique simple. Depuis que l'homme est homme, il est né dans une famille. C'est là où la famille, c'est l'entreprise la plus spéciale, particulière d'une société. Parce que c'est là-bas qu'on fabrique l'être humain, entre guillemets. C'est là-bas que l'être humain naît. Et si, pour les chrétiens, d'après la Bible, Dieu devient humain par une famille, dans le cas d'une famille. Dieu devient humain dans le cas d'une famille. Je ne connais pas d'autres théories religieuses qui disent le contraire. Hein. Je n'en connais pas. Aussi loin que vous allez pousser les recherches théologiques dans toutes les dimensions de l'ontologie, de l'eschatologie, etc., vous allez voir que Dieu s'est fait homme par la voie de la famille. Et la famille, c'est une femme et un homme qui s'unissent pour produire le bien le plus précieux de l'existence. Ça veut dire, président Banakani, selon vous, le lien entre Dieu et le travail, c'est la famille. Mais c'est ça. Je vais vous démontrer, c'est ça. Parce que c'est un travail particulier. Les gens risquent leur vie. Les femmes risquent leur vie quand elles vont accoucher. Donc, l'histoire de naissance, ça a été le développement du génie humain pour sécuriser les naissances. Sans verser dans le scientisme, hein, pour sécuriser les naissances. Parce que le bien le plus précieux, c'est-à-dire tout ce qui peut expliquer l'existence de la terre et du ciel, c'est l'être humain. Je laisse le mot homme parce que moi, je ne vais pas entrer dans les humanismes occidentaux. Mais c'est l'homme. Mais ça se passe dans un travail particulier. La mort des sociétés a commencé le jour. Il y a eu divorce entre le travail sécularisé, le travail, parlons comme ça, le travail hors de la famille et la famille. Le problème vient de là. Et ce divorce-là, aujourd'hui, il atteint son stade suprême par la dérive la plus radicale du mondialisme, c'est l'effacement de l'être humain, son remplacement par des choses bizarres qui sortent des laboratoires du mondialisme, LGBT, tous ces croisements qu'on fabrique, toutes ces gestations pour produits médicalement assistés, toutes ces bêtises-là, toutes ces choses dont on voit que le point de cohérence, c'est le remplacement de l'être humain par un être sorti tout droit des laboratoires. On peut aussi considérer ces phénomènes et cette évolution comme le travail des humains, comme une évolution mondiale. Le travail des humains qui s'est coordonné et est arrivé jusqu'à un certain niveau. Car jusqu'ici, c'est l'intelligence humaine qui développe toutes ces théories-là. Très belle question. Je salue votre génie, sauf que en cours de chemin, vous avez fait une omission. À savoir, et c'est une mission d'abord qui est faite dans tout le débat dans le monde aujourd'hui, à savoir, quand on parle du travail humain, ça veut dire quoi? C'est le travail humain fait produit par les capitalistes, les producteurs de richesses, les talentueux, les génies, les demi-dieux, ou c'est tout le travail général de l'humanité? Alors, si on comprend ça, on entre dans la profondeur du débat sur le travail, à savoir,
la différence entre le travail vivant et le travail mort. Le travail n'est vivant que lorsqu'il reconduit dans le processus du travail de manière actualisée les gains que l'humanité a conquis par le travail, qui devrait favoriser et rendre moins laborieux, moins pénible au niveau de la répartition des gains du travail, la situation du travailleur, puisqu'il est l'héritier de tout le travail qu'il a précédé humainement parlant. Mais que fait le capitaliste? Il s'approprie tout ça. Et c'est grave parce que non seulement il s'approprie tout ça, mais il a inscrit cette dynamique dans le mondialisme, dont l'objectif est le dépérissement de l'humain, le remplacement de l'humain, l'extinction de l'humain. Donc, vous parlez de quel travail humain? Donc, évitons les généralités. C'est-à-dire qu'on dit que le travail humain a produit l'intelligence artificielle. Oui, mais est-ce que l'homme, est-ce que les sociétés ont encore le contrôle sur le travail? Est-ce que les sociétés ont encore le contrôle sur le capital? Le capital s'est émancipé totalement des États, des nations, de l'être humain, pour suivre aujourd'hui une trajectoire purement luciférienne, satanique, dont l'objectif est clair, c'est plus caché. Et qu'est-ce qui explique cette dérive là? Attendez, mais c'est la cupidité, c'est l'amour de l'argent, c'est la négation de Dieu, le vrai. Je vous ai dit, je vous ai convoqué le divorce qui est entre le travail du travail, la mère de tout le travail, c'est-à-dire la fabrication, je peux faire le mot n'est même pas décent, même, je sais pas mieux, de l'être humain dans le cadre d'une famille. C'est ça, le divorce est venu là. Donc à partir du moment où l'homme, où l'être humain n'est plus le début et la fin de toute chose, à partir du moment où l'homme est devenu une marchandise, dont la force du travail est évaluée, dépend des humeurs des capitalistes. Nous sommes profondément égarés. C'est ça qui explique la crise profonde du travail. Qui travaille, je le prends à dessein, les sociétés aujourd'hui, les nations et l'avenir de l'être humain. Il faut faire attention. C'est pour ça que Marx dit que quand il parle du capitalisme, il définit ça comme un rapport social. C'est important. Parce que sinon, ça devient ce que raconte le vaurien de M. Macron et tous les criminels qui sont à la tête des États dominés par les monopoles capitalistes, à savoir qu'il y a une race supérieure d'êtres humains, les capitalistes qui ont des talents et qu'il faut préserver, chuchoter. Et il faut se mettre à jour devant eux parce que s'ils se fâchent, ils sont plus là, on va tous disparaître. Et ça débouche sur quoi? Sur le fait que l'essentiel de la richesse du monde est dans les mains de quelques individus, mais qui en plus de concentrer toutes les richesses de manière injuste et criminelle, se sont donné le droit de nous dicter désormais le chemin qu'on va suivre. C'est cela les pandémies, c'est ça les crises. C'est ça la crise du travail, c'est ça la crise des sociétés aujourd'hui. C'est ça la domination de la finance sur la politique, sur les États. C'est ça la mort de la politique. Je suis désolé, je ne peux pas accepter ça. Moi, je suis un politicien plus juge. Plus juge. Je ne peux pas accepter ça. Le vrai politicien ne peut pas se soumettre, n'est-ce pas, aux capitalistes. Le vrai politicien n'accepte pas la dictature de l'intérêt particulier sur l'intérêt général. Le vrai politicien réinvente l'intérêt général à la lumière des enjeux du XXIe siècle. C'est le travail que nous voulons faire à travers cette émission. Voilà. Tout à fait, Président. À travers ces différentes émissions. Tout à fait, Président. Dans la même lancée où vous dites que Dieu devient humain par la famille. Président, est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière facile à entendre comment est-ce que le processus par lequel Dieu devient humain? Je l'ai dit, par les naissances. La famille, c'est une découverte humaine, parlons comme ça, extraordinaire, la plus extraordinaire. Hein. Vous découvrez ça exprimé historiquement dans le fameux livre Engels, sur l'origine de l'État, de la propriété privée, de la famille. C'est exprimé sur un angle historique, mais moi, j'ai l'audace, en tant qu'homme libre, de réconcilier Marx, Engels et ce que j'appelle la substance la plus élevée de la foi. Si vous voulez, de ce que les religions nous apprennent. Moi, je n'ai aucun complexe à réconcilier ça. Ça ne me gêne même pas du tout. Donc, on explique ça. La famille est une découverte humaine. C'est la plus pure. C'est un miracle. Le vrai miracle, c'est ça. C'est-à-dire, Dieu, je ne sais pas. Vous avez une autre théorie pour expliquer ça? Il n'y en a pas. Tous les aventures scientistes ont échoué
Parce que la science, c'est un rapport social. C'est-à-dire que la science dépend des rapports de force entre les classes sociales. À partir de ce moment-là, la science n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre. Et quand on voit toutes les dérives scientistes qui gouvernent ce qu'on appelle l'évolution de la science aujourd'hui dans le monde, on doit faire extrêmement attention et se méfier du scientisme. Parce que la science est sous la domination des mondialistes. Ce sont eux qui financent les recherches, c'est eux qui financent les brevets, c'est eux qui choisissent l'utilité sociale et découvertes scientifiques, etc. Donc, de ce point de vue, on n'est plus dans la science, on est dans la religion qu'on appelle le scientisme. Donc, à partir de là, si vous croyez que c'est, si vous croyez que voyez-vous, le conflit majeur qui divise le monde aujourd'hui, c'est-à-dire, on va aller plus loin, hein. Quand des réactionnaires, des bandits de grands chemins comme les Macron et toute la clique des soi-disant progressistes, vous parlez aujourd'hui du progressisme, qu'est-ce qu'ils vous disent? Moi, je vous dis, la base de leur progressisme, c'est la science. Hein. Mais c'est la science matérialiste. C'est la science qui est en guerre contre la foi. N'oubliez jamais ça. Mais depuis que le monde existe, il y a cette science qui a toujours été en harmonie avec la foi, qui n'a jamais estimé que les relations entre la foi et la science sont des relations de meurtre et de guerre. Attention, attention. On peut bien être un parfait scientifique et garder sa foi. Donc, c'est pas ça, il faut faire attention. Dans les progressistes, version Macron, n'est-ce pas? Quand tu parles de la science, c'est une science totalement coupée de Dieu, totalement en guerre avec Dieu, qui brille seulement en coupant tout rapport avec Dieu. C'est ça qu'ils appellent le progressisme. Nous ne pouvons pas nous inscrire toute l'histoire du progressisme véritable. C'est-à-dire qui, depuis l'émergence des classes sociales, depuis que l'humanité est arrivée à un stade où les classes sociales sont affirmées, le progressisme, ça a été toujours la lutte des peuples, la lutte des travailleurs et des peuples pour que le travail domine le capital. Il faut le dire. En tant qu'expression de la volonté générale, en tant qu'expression de l'intérêt général, que le travail domine le capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les richesses d'une société doivent profiter, mais à ceux qui les produisent. À la majorité de la population, pas à une minorité qui s'accapare. Parce que la politique a été totalement détournée, parce qu'on l'a appelé, Marx appelle l'émergence de la propriété privée. Et sa généralisation juridique et politique dans une société consacrée par la domination des capitalistes. C'est le régime de la démocratie bourgeoise. C'est le projet mondialiste. Il est important de découvrir ces fondamentaux de l'économie politique pour aborder les grandes questions de cette fin de siècle que nous sommes en train de poser sur la table à travers ces émissions, à travers l'actualisation de la bagarre entre le travail et le capital. Ça ne fait pas de nous des communistes. Hein. Non. Un vrai marxiste ne peut pas accepter, parce que les vrais marxistes sont des athées. Eux, ils croient aussi à la science. Mais les marxistes aujourd'hui ne peuvent pas se reconnaître à travers Macron. Ils ne se reconnaissent pas à travers ce progressisme-là. Donc il y a un espace que l'humanité aujourd'hui est obligée d'aborder après l'épuisement de l'offre communiste réelle. N'est-ce pas? Et maintenant que nous voyons que le capitalisme nous conduit à la mort, mais le seul espace qui nous reste, c'est l'espace que le NMP est en train d'ouvrir. Pour une fois, de le dire haut et fort, notre histoire ne s'arrête pas avec le capitalisme. Il est en voie de disparition. Et il ne faut pas que sa mort entraîne la mort de l'humanité. Les luttes de ce début du XXIe siècle, qui s'enracinent dans l'histoire de toutes les luttes depuis l'origine de l'humanité. Bref, c'est-à-dire le point d'aboutissement de ces luttes-là, c'est la préservation de l'espèce humaine. Et pour le faire, il faut détruire le capitalisme. Nous sommes d'accord, Président Balakani. Mais cette fois-ci, pas la nouvelle voie, c'est tout. Nous restons dans l'analyse du système capitaliste. La dernière fois, lors de notre récente émission sur le travail, vous avez dit que le travail ne peut être analysé en dehors de l'homme. Et tout à l'heure, vous venez de déclarer que la production doit être disposée à l'avantage de ceux qui l'amènent, de ceux qui produisent. Président Balakani le système capitaliste met en avant une forte industrialisation, c'est-à-dire la production du bien par des machines. Et aujourd'hui, nous observons la montée en puissance de l'intelligence artificielle qui, dynamisée avec le machinisme, va à un niveau très supérieur et réduit l'homme à un simple objet qui va disparaître d'un moment à un autre. Président Balakani, quand on observe que les machines sont capables de produire autant que l'homme, que l'intelligence artificielle est
est capable de faire plus que l'homme. Est-ce que les machines et les ordinateurs peuvent être considérés comme travailleurs, étant donné qu'elles produisent autant que l'homme? D'abord, les préceptes qu'on vous vend là sont faux. Pour que on dise que la machine produit que l'homme, mais il faut qu'on laisse l'homme affronter la machine. Mais on voit bien que votre quatrième révolution industrielle, avec son intelligence artificielle, dit d'abord qu'il faut tuer l'homme avant, que la condition de l'émergence de l'intelligence artificielle, c'est la fin du travail, tel que nous l'avons connu classiquement. Mais est-ce que ce n'est pas la machine qui met hors jeu l'homme? Non, mais quelle machine? La machine, c'est un outil, c'est un instrument, ce n'est pas un être humain pour mettre un autre être humain hors jeu. Depuis quand la machine est dans les mains d'une catégorie sociale, de classe dominante. Ce sont ces classes-là qui mettent hors jeu d'autres hommes, à cause de la cupidité, à cause du profit satanisé. C'est ça le problème fondamental. Donc ce n'est pas la machine, est-ce que la machine c'est un être humain pour mettre un autre être humain hors jeu? L'être humain est mis hors jeu par d'autres humains qui élèvent la machine au-dessus des travailleurs et de l'homme. C'est ça le problème. C'est un choix. Hein. Madame Charlotte de Dengele, on conçoit une société où la technologie est dominée par l'être humain. Elle est très concevable par la société. Elle est très concevable. Ne pensez pas que la seule perspective qui s'offre à l'être humain, c'est une société où la technologie, pour exister, doit intensifier les rapports d'exploitation de l'être humain jusqu'à sa disparition. Ça, c'est une théorie mondialiste, le capitalisme mondialiste qui pense comme ça. C'est faux. Deuxièmement, la question de la machine. Mais en Chine, mais la machine est très, très, très développée. Hein? Mais c'est un État communiste qui met en œuvre la dictature du prolétariat. Une horreur, d'après les Macron et consorts. Mais c'est ce que la Chine fait. Donc, si c'était capitaliste, mais sous la direction du Parti communiste chinois, c'est pas la même chose que le capitalisme bourgeois occidentaux. Pareil pour la Russie. Nous ne savons pas ce que l'Inde va nous donner, mais on voit bien les tendances. Donc, dans le monde, il y a désormais plusieurs types de capitalisme. Hein. Ne pensez pas que le capitalisme occidental, qui a la particularité d'avoir comme essence la propriété privée des moyens de production, j'insiste là-dessus, ce n'est pas le capitalisme chinois, ce n'est pas le capitalisme russe, ça ne sera même pas le capitalisme indien. Donc l'avenir nous réserve beaucoup de surprises à ce niveau. Mais la puissance de l'occidentalisme accumulée depuis des siècles, et le fait qu'elle a contaminé l'essentiel, colonisé mentalement, moralement, spirituellement l'ensemble des hommes sur la Terre, fait qu'aujourd'hui, la perspective de sa fin effraie l'Occident et pousse celui-ci à se jeter violemment dans une aventure extra-humaine, fondée sur le levier de la technologie. Président Bandakani. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça, la quatrième révolution industrielle, c'est ça le grand réserve, c'est ça tout ce que nous vivons là. C'est quoi le changement climatique? C'est quoi tout ça, la préservation de la planète? Toutes ces religions nouvelles qu'on a inventées à dessein pour nous effrayer et nous mettre sur le joug. Mais je vous dis, faites attention, il ne faut pas simplifier la puissance des réactions de l'Occident. Là, je vous rejoins. Mais le monde a des ressources qui font qu'on peut déboucher sur un équilibre entre le travail, les conditions de travail et la préservation de l'espèce humaine. C'est le défi du XXIe siècle. Est-ce que vous pensez, président Bandakani, que le capitalisme revisité par la Chine et la Russie efface le principe du capitalisme occidental qui a divisé le monde en deux zones, c'est-à-dire qui a réduit certains États au prolétariat, qui sont des pourvoyeurs de main-d'œuvre et d'autres qui sont des détenteurs de moyens de production? Est-ce que le capitalisme revisité par la Chine et la Russie écarte ces principes-là? Très belle question. Je souris parce que je suis impressionné par votre talent. Très belle question. Ça permet d'approfondir la discussion. Alors, pour répondre à votre question, il faut convoquer ici une notion fondamentale qui traduit aussi l'évolution du capitalisme contemporain. C'est ce qu'on appelle l'économie monde. La notion d'économie monde n'a pas suffisamment été développée par les penseurs de la science politique, du moins dans les pays dominés. Hein. L'économie monde suppose de manière fondamentale et triviale que le monde désormais c'est un pays. C'est un pays. Donc les capitalistes, n'est-ce pas, ne voient plus les nations, ne voient plus les États nationaux, considèrent qu'il faut les écraser, les chasser, et que l'État-nation ne subsistera que s'il internalise
les directives du capital mondial global, à savoir s'assurer que ce qu'on appelle il y a un mot là, comment j'oublie ça? La dotation factorielle, voilà. La dotation factorielle, à savoir que les facteurs de production doivent être sous-estimés à l'ESM pour garantir les profits des monopoles internationaux, des transnationales, des marchés financiers, qui désormais n'ont pas de patrie, hein. Ils n'ont pas de patrie et ils opèrent à notre niveau. Elles n'ont pas de patrie. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent invisibiliser toute l'existence matérielle de la vie sociale dans le numérique. Voilà, faire de tout ça un flux et faire de l'être humain un logiciel. C'est ça le projet. C'est ça le grand reset. C'est ça le grand reset. Perspective inacceptable. Je dis bien inenvisageable pour des vrais hommes. Et c'est là où on verra la différence entre une conception de la science matérialiste en guerre contre Dieu et une véritable idée de la science réconciliée avec Dieu. Là, on fera la différence. Elle se fera là. Parce qu'on ne peut pas négocier ça. Je ne peux pas être moi un logiciel, moi. Impossible. Je ne peux pas permettre qu'on transforme mes enfants en logiciel. Impossible. Parce que je les ai faits tels que Dieu l'a dit. Selon les principes divins, dans une famille, dans le cadre d'un travail spécial particulier, qu'on ne peut pas monétariser la production de l'être humain. Donc, l'économie monde, donc, pour ne pas m'éloigner de votre question, faire du monde un pays. C'est ça le mondialisme, non? Le monde devient un pays, il n'y a plus de nation, il n'y a plus rien. Et désormais, il y a la dotation factorielle devient de facto universelle et le capital va piller dedans comme il veut. Et ça débouche donc sur le fameux cercle d'or dont parle M. Poutine, hein, composé, je crois, de quelque quoi, c'est 800 millions de personnes, dont quelques milliers de milliardaires, dans un monde devenu un jardin d'Éden, version numérique. C'est ça les sociétés intelligentes, c'est ça les villes intelligentes, c'est ça les cités intelligentes. C'est ça qu'il s'agit. De ce point de vue, donc, le conflit entre les capitalismes de type, parlons comme ça, collectif, je caricature, mais je ne sais pas mieux pour l'instant, je schématise, hein, c'est qu'on les voit s'exprimer en Russie, en Chine, en attendant l'aide. Leur choc avec l'Occident doit être modéré par une alternative qui va venir de l'Afrique. Voilà. Donc l'Afrique a vocation à proposer au monde une nouvelle holisticité. Quelle seule peut offrir? Parce que c'est sa culture, c'est son histoire. Chez les Africains, le capitalisme n'est pas notre essence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de richesse chez nous. Il y a des riches en Afrique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'exploitation nécessaire qui est indispensable en l'enrichissement d'une société. Quel est dans le modèle que l'Afrique va avoir? Le modèle africain. C'est le modèle africain. C'est le panafricanisme. Parce que quand on parle de panafricanisme, vous, quand on parle de quoi? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, ce modèle panafricaniste. Ça demande, ça suppose le retour de l'État africain, de la conception africaine de l'État. Ce que Marx a caricaturé en appelant mode de production asiatique, le MPA, ou bien le modèle d'État africain, ça a été caricaturé, mais il n'y a pas de modèle d'État qui était plus pertinent que le modèle africain avant l'esclavage, la colonisation, etc., la chute du monde noir. Et ces modèles-là aujourd'hui continuent d'une certaine façon en Iran. Je dis bien d'une certaine façon, parce qu'on va nous accuser de faire la promotion d'un mot-là. Non, ce n'est pas ça qu'il s'agit ici. Je veux dire, quand vous voyez un État solide qui résiste, n'est-ce pas, à la violence occidentale, vous verrez que quand vous analysez ces États-là, c'est ce que le vaurien de l'Élysée appelle aujourd'hui les États-civilisations. Mais il faut aller au-delà. Le premier État-civilisation, c'est l'Égypte antique, c'est en Afrique. Les grandes civilisations africaines ont élevé les premiers l'État à la notion d'État-civilisation. C'est-à-dire qu'il y a coïncidence entre l'appareil d'État et la notion de la famille. Et il n'y a pas de notion de famille véritablement. C'est un véritable rapport fondamental à Dieu qui donne une matrice à une société. Bon, en évitant les guerres de religion. Mais c'est ça. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense avoir bien abordé votre question. C'est de ça qu'il s'agit et on y va, on y va. Il n'y a pas d'autres alternatives que ça pour le monde. C'est pour ça que l'Afrique a un rôle majeur à jouer. L'Afrique a un rôle majeur à jouer et le panafricanisme a vocation à être
à l'avant-garde de ce combat. C'est le travail que nous faisons. C'est le sens de cette 3 émissions spéciales que nous avons dédiées au travail. Très bien, Président. Le monde a vécu ces années d'austérité dans le cadre de la gestion de la pandémie Covid-19. Et selon certains renseignements, l'on se souvient que le journaliste d'investigation Peter Koenig cite la décision d'un verrouillage mondial, littéralement pour l'effondrement de l'économie mondiale, avait déjà été prise lors de la conférence du Forum économique mondial à Davos du 21 au 24 janvier 2020. Le 30 janvier, l'OMS a déclaré que le Covid-19 était une urgence de santé publique de portée internationale. À cette époque, il n'y avait que 150 cas connus de Covid-19 en dehors de la Chine. Il n'y avait donc aucune raison de déclarer une pandémie. Le 11 mars, le docteur Tedros, DG de l'OMS, a transformé la PHEIC en pandémie. Cela a donné le feu vert pour le début de la mise en œuvre du plan. Vraisemblablement, Président, il y avait une coïncidence entre un certain ensemble d'événements préparatoires qui ont précédé la catastrophe du Covid-19 depuis 10 ans. Et on se souvient que le célèbre rapport Rockefeller de 2010, baptisé LOCSTIP, et que parmi les derniers préparatifs liés à la pandémie, il y a eu l'événement qui s'est tenu à New York le 18 octobre 2020, parrainé par la fondation Bill et Melinda Gates, la santé publique, les groupes d'intérêt pour les vaccins sous le contrôle des États-Unis et de la Chine. Président, vraisemblablement, l'on se rend compte que la pandémie du Covid-19 était une scène bien orchestrée par une certaine oligarchie secrète. Nous aimerions que, au travers de votre analyse, Président, que vous essayez de nous dire quel est le lien qui peut exister entre la gestion de la pandémie et le travail. Le lien, c'est la perspective néo-malthusienne. Néo-malthusien renvoie à M. Malthus. Malthus, c'est l'un des héros mondialistes. Héros mondialiste, qui a toujours considéré qu'il y avait un conflit fondamental entre l'augmentation de la population et la garantie des profits capitalistes. Bon, et que Malthus souhaitait l'avènement des catastrophes, des famines, des guerres, pour réguler mécaniquement et naturellement qu'on appelle la démographie. Alors, le néo-malthusianisme ne souhaite plus les catastrophes, créer les catastrophes, les invente. Et toute la dérive scientifique de l'Occident culmine dans la production d'armes aujourd'hui de destruction massive de dernière génération qui justement créent des catastrophes, fabriquent des catastrophes. Derrière l'écran de fumée qu'on a mis en avant, à savoir la saleté qu'on appelle l'écologie, des bêtises, des histoires de danger climatique, toutes ces bêtises-là qui sont en réalité des religions créées pour vous effrayer. C'est ça le problème. Donc le lien, il est là. Dès le départ, depuis l'origine, les mondialistes qui ne sont pas nés hier, hein, c'est une des plus vieilles, comment on appelle ça, des plus vieux projets qui travaillent certaines catégories d'individus sur la Terre, qui pensent que le salut de leur transhumain passe par l'élimination de l'être humain. Du point de vue chrétien, ce combat-là a commencé avant l'histoire. C'est depuis le jardin d'Éden. Je dis bien du point de vue chrétien. Donc, c'est le conflit originel que les mythes essaient d'expliquer et qui est fondateur du point de vue de la cosmogonie des sociétés, de la téléologie des sociétés, de l'ontologie des sociétés et de l'eschatologie de l'aventure humaine sur la Terre. Donc, cette affaire-là, c'est le conflit originel. Président. Alors, je vous en prie, je vous réponds, je ne m'éloigne pas de votre réponse. Donc, le lien, c'est le projet de dépopulation.
C'est très important. Et un État comme l'Américain, comme l'État américain, dans sa partie la plus profonde, dès les années 70, 65, Kissinger a théorisé ça. Il n'a pas théorisé parce qu'il voulait, mais c'est-à-dire l'État profond, je vous rappelle que Kissinger, c'est l'enfant de Rockefeller. Je vais vous rappeler la domination des familles Rockefeller sur l'État américain. Et Rockefeller est au cœur du mondialisme. Big Pharma, c'est Rockefeller. Le pétrole, c'est Rockefeller. Une partie de la finance internationale, c'est Rockefeller. Et tout ça est concentré et centré sur un objectif, la dépopulation de la planète. L'État américain en a fait une priorité de sécurité nationale depuis les années 65. Et on a commencé à lancer les programmes de planning familial, toutes ces choses-là, qui culminent aujourd'hui dans les pandémies. Le vaccin, monsieur, le vaccin. Donc le lien, c'est ça. C'est la dépopulation de la planète. Voilà. Le capitalisme avançant, vieillissant, considère que nous sommes trop nombreux sur la Terre et que d'après les perspectives, n'est-ce pas, du capitalisme devenu fou, n'est-ce pas, donc il faut délester la Terre du surplus constitué par les êtres humains inutiles. Malheureusement, les inutiles sont de très loin au-dessus des 3/4 de l'humanité. Président, on se souvient que le 20 mai dernier, il y a eu le traité des pandémies qui a eu lieu à Genève. Et on a suivi l'allocution du président français Emmanuel Macron où il ressortait la notion de une seule santé. Et là, on se souvient que l'article 5 du titre 2, alinéa 2A, parle d'une seule santé, du traité des pandémies de l'OMS. Et là, on se souvient encore que l'article 36 du traité des pandémies de l'OMS note que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le garant du traité. Président, est-ce a dit que l'ONU est une organisation criminelle? Mais elle l'est. On ne dit pas que c'est une... Depuis le Covid, l'ONU, c'est une organisation criminelle qui doit être jugée. Parce que jusqu'à présent, malgré toutes les vérités qui explosent, l'ONU est silencieuse. Ça se comprend. Elle était partie prenante de la pandémie. Je dis bien la pandémie. Donc du plan. Elle était partie prenante du plan. De ce point de vue, l'ONU est directement responsable des millions de morts causés par la pandémie Covid. Donc, elle doit répondre de ça. Et ça, ça dépend de l'avènement d'une véritable nouvelle relations internationales entre les États qui va dépasser l'ONU. Et si l'humanité ne répond pas à la question de la responsabilité des Nations Unies sur le Covid, ce n'est plus l'humanité. On voit bien que le gouvernement international est mort. Et c'est pour ça qu'Israël peut faire tout ce qu'il veut. Parce qu'il connaît très bien ce qui est en train de passer. Il faut bien comprendre ça. Et Israël est au cœur. C'est la nation start-up par excellence, au cœur de tout ça. C'est un pays où on a pratiqué le vaccin comme étant une instruction venant de leur Dieu. Le Dieu qui a dit qu'ils sont le peuple élu. Donc, l'ONU et l'OMS, puisque l'un ne va pas sans l'autre, ce sont d'authentiques organisations criminelles. Aujourd'hui, une nation qui se respecte ne peut pas être membre de l'OMS. Et ça se voit à travers le dernier traité, n'est-ce pas, où ils font semblant, ils pensent qu'ils sont intelligents. On remet l'OMS au centre de la gestion des pandémies, soit disant qu'elle va coordonner tout ça, c'est un rôle de simple coordination avec les États, mais c'est elle qui va définir qu'est-ce qu'une pandémie, c'est elle qui va déclencher les pandémies. Donc, on est en train de donner une prime à l'OMS pour avoir tué les millions de gens sur la Terre. Mais c'est incompréhensible. L'OMS est une organisation hyper criminelle, son directeur c'est un criminel. On doit l'arrêter et le juger pour ça. Parce que le débat est clos sur le Covid, les preuves sont là. Deuxièmement, vous avez cité le nom d'un voyou là. Emmanuel Macron. Une seule santé. Pour qui? Parce qu'il y a un problème fondamental. On va soigner qui? Parce qu'avant, on soignait les femmes, on soigne une femme, on soigne un homme, on soigne les enfants. Mais là, maintenant, on soigne qui? Il y a une différence entre l'homme et la femme désormais. Ce monsieur qui parle là, lui d'abord, il est quoi? C'est un homme? Celle qu'on appelle sa femme là, c'est une femme? Mais il faut d'abord qu'il décline au monde qui il est. Que le couple qu'il forme avec... Moi, je ne sais pas comment qualifier ça. Donc, mais les humains parlent de la santé des humains.
Les gens qui refusent d'être des humains ne peuvent pas parler de la santé humaine. Parce que pour être un humain, monsieur, il faut confesser que nous sommes créés par un Dieu, par le vrai Dieu, l'unique Dieu. Je répète ce que je suis en train de dire. Hein. Je dis que pour les humains là, nous confessons que nous sommes créés par le vrai Dieu et unique Dieu. Les non-humains prennent autre chose. C'est une ligne de séparation qui est claire. Donc moi je ne comprends pas. Comment est-ce que moi je peux parler avec quelqu'un dont moi je ne maîtrise pas la nature? Président Banakani, nous sortons de cette émission, le travail, Dieu, comment il devient humain. Et pour cela, vous avez interrogé tout à l'heure comment des États font pour être associés à de telles organisations comme l'OMS, l'ONU et l'Organisation internationale. Mais vous ne voyez pas qu'aucun État ne fait de la question de la justice quant aux responsabilités de l'ONU, de l'OMS, des différents gouvernements, des gens comme Macron, etc., quant à la mort de millions de personnes causées par le Covid. Pourquoi aucun État ne fait pas de ça un problème sérieux pour le monde? Tout à l'heure, dans vos analyses, vous-même, vous avez accepté que le monde est divisé en États politaires et en États détenteurs de moyens de production. Mais les Chinois, les Russes, ce sont mes amis les Russes. Et les Chinois sont nos amis, mais on doit se dire des vérités. D'abord, un pays comme la Chine a joué un rôle majeur dans le Covid. Dans cette organisation, on les classé présent. Je dis que c'est un problème. On peut avoir des partenariats stratégiques avec ces pays-là, mais la question fondamentale de la préservation de l'espèce humaine, et tout à l'heure je l'ai dit, c'est le défi de l'Afrique. C'est l'Afrique qui est armée, historiquement, spirituellement, à porter ça. C'est vers ça que nous avançons. Oui, parce que, mais attendez, vous avez vu que lors du Covid, et quand on parle du Covid, c'est le travail qui est en jeu. C'est le travail. Bien sûr. Parce que tout l'argent que les capitalistes ont gagné à travers ça, c'est le travail. Donc, c'est la captation de tout le travail, n'est-ce pas, de l'effort produit par tout le travail du monde entier, qui est capté par les mécanismes mafieux, comme la création d'une pandémie, pour vendre les vaccins et encaisser les milliards, endetter les États. Et après, il faudrait que ces États endettés, n'est-ce pas, vident les poches des travailleurs dans ce pays-là par une augmentation excessive des impôts, par le braquage des épargnes des gens. Les Français sont en train d'apprendre ça aujourd'hui. Voilà la prime qu'on donne aux Français pour avoir obéi aux consignes des criminels covidistes, n'est-ce pas? Vous voyez que, mais, au cœur du Covid, mais c'est le travail qui est encore en jeu. Parce qu'il s'agit de capter la richesse produite par la force du travail humain. C'est-à-dire que c'est de là qu'il s'agit. Et en quelque sorte, c'est une réorganiser l'esclavage temporaire. Moderne, oui. Oui, l'esclavage du XXIe siècle. C'est de ça qu'il s'agit. Le mot à sa place, hein. Sauf que maintenant, l'esclavage, là, c'est à domicile, derrière un ordinateur. C'est ça l'esclavage au XXIe siècle. Mais c'est d'esclavage qu'il s'agit. Parce que nous n'avons plus aucun droit sur notre corps. Parce que l'esclave n'avait aucun droit sur son corps. Mais moi, je salue encore votre génie en matière de questions. L'esclave n'avait aucun droit sur son corps appartenait à son maître. Mais qu'est-ce qu'on nous vend là? Qu'est-ce qu'on nous vend? C'est quoi les vaccinations? C'est quoi la carte d'identité numérique? C'est que votre corps, en dernière instance, ne vous appartiendra plus. Puisque s'il faut vous sauver des pandémies, vous devez renoncer à toute liberté humaine, à tout droit sur votre corps, au profit de l'OMS, institution purement mondialiste. Vous voyez comment les enjeux se rencontrent. Donc, moi je suis très d'accord avec vous. Dans le cadre, vous voyez très bien que le conflit du travail n'est pas seulement politique, il n'est pas national, il est global, il est éminemment géopolitique. Bien sûr, il est éminemment géopolitique parce que la distinction entre les États capitalistes d'essence occidentale, c'est-à-dire fondés sur la propriété, la sacralité de la propriété privée, les États, parlons comme ça, qui pratiquent le capitalisme collectif, n'est-ce pas, basé sur la domination de la propriété étatique, parlons comme ça, le pouvoir de l'État, sur le capital privé, n'est-ce pas, est en train de recomposer la géopolitique mondiale. Mais on voit bien que sur la question de la préservation de l'espèce humaine, si la Russie est très avancée, parce qu'elle a criminalisé le LGBT là, la folie là, parce qu'en Russie maintenant, c'est équivalent au terrorisme. Avec le wokisme. Oui, le wokisme, tout ce qui va avec là. En Russie, c'est assimilé au terrorisme. En Chine, c'est pas la même chose. Hein. Maintenant,
le rapport à l'intelligence artificielle va déterminer les frontières géopolitiques de l'avenir. Mais une chose est claire, le silence international sur la question du Covid, le fait que tous les États du monde aient été soumis, n'est-ce pas, à des mesures barrières, lockdown, hein? C'est incroyable. Alors qu'on a vu que ça ne servait à rien, que c'est même ça qui a aggravé la maladie, c'est même ça. Bon, maintenant, on ne peut pas dire aux gens que non. Comme le bandit français l'a dit, il dit que non, on ne savait pas. Non, il savait ce qu'il faisait. Puisque pendant que nous on était confinés, il dansait dans les soirées, il se retrouvait, il faisait la danse, il faisait le djamboula. Maintenant, on sait que c'était bien planifié, bien organisé. Ils savent, ils ont su ce qu'ils font. Donc, le nouvel ordre international qui doit surgir doit avoir pour matrice de base la question du Covid et des pandémies, pour que les gens répondent de leurs actes. Si on a jugé Hitler, on doit juger les nouveaux Hitler de la fin du XXe siècle qui ont créé une fausse pandémie pour tuer des millions de gens dans le cadre d'un projet qui dépasse le projet nazi. Hitler, c'est un enfant devant le Covid-19. Hitler, c'est un gamin, mais ils sont 1000 fois dangereux que Hitler. Donc, ils doivent être jugés. Et c'est le jugement-là qui seul pourrait être à la base, n'est-ce pas, d'une véritable renaissance de la géopolitique mondiale. Et de ce point de vue, je dis que l'Afrique a un rôle spécial. Parce que c'est l'Afrique, quand le Covid a commencé, on nous a dit que l'Afrique va disparaître. Vous avez oublié ça? Donc, l'Afrique a démenti les pronostics. Et l'Afrique doit être en première ligne parce que les nouvelles pandémies sont déjà prévues. On doit être en première ligne pour déconstruire ce projet-là et anéantir ça. Et pour ce faire, l'Afrique doit être en première ligne de la géopolitique mondiale. En conclusion, Président, quelle est l'attitude que les États africains et les travailleurs africains doivent adopter face à tous ces problèmes? D'avoir désormais une vision civilisationnelle du travail. J'appelle ça une vision cosmo-civilisationnelle du travail. Parce que quand on dit vision civilisationnelle, ça peut seulement se limiter au niveau des États-nations. Et là, ça peut être les guerres, l'affrontement des cultures. Non. C'est civilisationnel, mais en même temps cosmique. Parce que ça pose le problème de la préservation de l'espèce humaine. Donc, les travailleurs, les populations, parce que n'oubliez pas que dans le prolétariat a un rôle d'avant-garde, il s'exprime au nom de tout le peuple. Voilà, donc c'est pas seulement les travailleurs, c'est toutes les populations, tout être humain sur la terre doit se mobiliser sur la base des héritages qui sont désormais un patrimoine universel de toutes les luttes que l'humain a eu à mener sur cette terre pour sauvegarder sa vie. Nous sommes héritiers de tout ça, mais nous projetons ça dans ce que j'ai appelé aujourd'hui le panafricanisme du XXIe siècle, qui réconcilie la défense des intérêts de l'Afrique avec la préservation de l'espèce humaine. Très bien, Président. Nous sommes actuellement parvenus au thème de notre émission. Nous allons donner quelques points essentiels que nous avons eu à retenir. Je cite, le conflit politique par excellence se retrouve autour du travail. Dieu devient humain par la famille. La science dépend des rapports sociaux entre les hommes. Les richesses d'une société doivent profiter à ceux qui les produisent. Le modèle que l'Afrique doit proposer au monde, c'est le panafricanisme. Pour les humains, nous confessons que nous sommes créés par le vrai Dieu et l'unique. Avoir une vision cosmo-civilisationnelle du travail est celle que les Africains qui travaillent et les États africains doivent avoir. Nous étions ce soir en présence de notre illustre invité, le président Bandakani, et je t'avais en compagnie de ma co-modératrice, Madame Charlotte Ezenguele. Nous saluons toute l'équipe technique qui nous a assisté ce soir et nous saluons tous nos internautes qui nous écoutent de part et d'autre du monde entier. Nous les demandons de se connecter massivement à nos comptes Facebook, Twitter, X et Telegram. Twitter, c'est X. Bravo.